que Mamar il s'en est sorti, puisqu'au final, il a validé ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition claire de l'islam, ni de musulman, ni de foi, ni de rien du tout. Donc je vois pas où est-ce que Mamar il s'en est sorti si ce n'est avec du dribble. Et de toute façon, il a juste conforté notre point de vue, qui est que tout ça, c'est que de la divergence. Et en plus de ça, c'est que des slogans et du gosier. Donc voilà. Ah, bien sûr, avec des tarés qui agissent, mais au niveau de la critique théologique, franchement, je vais dire, comme on a dit avec la réponse, on n'a pas avancé d'un millimètre en fait. Je vois pas où est-ce que Mamar s'en est sorti dans le débat. Enfin, si pour vous le statu quo c'est gagné, ok, pourquoi pas. Bon. En fait, il a dit des dingueries. Je suis sûr d'ailleurs que les fans de Mamar, ils auraient été déçus s'ils l'entendent, parce que le fait de dire, en fait, personne n'est musulman, moi y compris, c'est un truc de ouf, quoi. Il a dit des trucs de ouf. Il a dit que même lui n'était pas musulman. Non, mais après, il a pas tort mais il a pas tort dans Oui, mais c'est un truc de ouf. Attends, comment on peut dire que je sais pas, moi, on n'a pas regardé la même chose. Comment un musulman qui vient débattre d'islam contre les apostats, à la fin, il te dit ouais, de toute façon, je suis pas musulman, moi, il y a personne qui est musulman. Dire qu'ils sont sortis. Alors que le gars, ça fait 20 ans qu'il défend l'islam. Ça fait plus que 20 ans, peut-être 30 ans qu'il défend l'islam, à la fin, il te dit je suis pas musulman. Écoute, on n'est plus à une contradiction près avec les allahïstes, il y en a marre. Voilà. Et pareil avec son hypocrisie là de dire oui, nanani. Et ce qui est, moi, si j'avais été là, j'aurais dit, ce qui est drôle, Mamar, c'est que tu critiques la France en disant voilà, c'est l'Occident, nanani, et on n'applique pas la charia. Mais si on appliquait la charia, un mec qui fait chier tout le monde en disant que le tarawih c'est une innovation, il se ferait couper la tête. Bah oui, mais et ironiquement, c'est cette même charia. C'est cette même charia qui le pousse, parce qu'il a dit pour moi c'est plus important de pouvoir continuer à critiquer ça. C'est pour ça que je lis pas au bled. Oui, ben voilà, mais c'est ce qu'il a dit. T'es un mec du gosier, gosier. Donc il n'y a pas de différence entre toi et l'imam du gosier, vous êtes pareil en fait. Ce que tu reprocherais à Boutella, en France, on pourrait te reprocher en Algérie en fait. Et là, c'est la schizophrénie ultime. Il réclame un système qui le ferait taire. Et ce système, il est appliqué à 10%, à 5% dans d'autres pays où il aurait eu des problèmes. Et il dit, du coup, je vais pas dans ce pays, j'ai déjà eu des problèmes. Mais mec, si on appliquait l'islam, t'aurais la tête coupée pour dire que le tarawih, c'est une innovation. Après, même un système islamique au top, il n'a pas réussi à le définir. On lui a dit, mais c'est quoi un système au top? Il n'a rien défini, en fait. C'est comme, en fait, c'est toujours pareil avec ces gens-là. Ils définissent rien, mais on débat alors qu'il n'y a pas de définition claire. Nous, par exemple, on est capable de dire c'est quoi l'islam. Nous, on est capable. Maintenant, est-ce que ces gens-là ils vont entendre notre définition? Ils vont pas être d'accord, ils vont dire oui, non, c'est pas d'accord, blablabla. Ok, il n'y a pas de souci. Mais à cette heure-ci, les Aboubakr Najdi et compagnie, ils agissent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dans la gestion de la barbarie. Vous êtes des dindons de la farce. Et vous êtes tout en bas de la pyramide. Vous êtes en bas de la pyramide. Donc, nous, on pose la critique en haut de la pyramide. Si vous n'arrivez pas à suivre, je suis désolé pour vous. C'est absurde d'ailleurs quand il a dit que il pouvait dire qu'est-ce qui n'est pas musulman, mais il n'était pas capable de dire ce qui était musulman. Pareil pour l'islam, tu vois. Il est capable de dire ce qui n'est pas l'islam, mais il est incapable de dire ce que c'est. Yanis, ça te dirait un débat avec Abou Muslim, parce qu'il veut débattre avec nous, mais je considère qu'il n'a pas le niveau. Si tu veux débattre toi avec lui, voilà, parce que moi j'en ai marre. Il veut débattre. Le débat ici. Oui, il veut. Attends, je te dis exactement ce qu'il a dit. Il a dit je veux échanger. Parce qu'apparemment, débattre, c'est trop élevé. Moi, j'ai pas envie d'échanger. Et en plus, comme nous, on est. Parce que nous, on est hard, il va chouiner, voilà. Il a dit il faut pas d'attaque, il faut pas de trucs. Voilà. Moi, je peux discuter. Voilà. Toi, je sais que tu peux discuter. Toi, t'es un islamophile. Donc, tranquille. Est-ce que. Franchement, en vrai, moi, j'adorerais avoir Timéra en live. J'adorerais avoir Timéra. En plus, je pourrais lui envoyer des extraits. Attends, 2 secondes, parce que je sais qu'il vous reproche, il te reproche d'avoir dit que c'était un psychopathe ou je sais plus quoi. Et moi, j'enverrai. J'ai dit que c'était un malade mental. Voilà, un malade mental. Et ben moi, j'enverrai à Timéra, j'enverrai des extraits où je dis ah j'adore Timéra, non mais c'est un chic type, etc. Non,
mais entre. Je dirais, vas-y, viens, regarde, je parle de bien en toi. Non, il n'y a rien. Non, Yanis, il n'y a rien. En vrai, je te dis la vérité. On a débattu 2 heures avec lui. Ça s'est bien passé. C'est après coup, en fait, notre interlocuteur qui nous a mis en lien avec Ousmane Timéra. En fait, nous, regarde comment ça s'est passé. En fait, si tu veux, on contacte un gars et il nous met en lien avec Timéra. Ok, très bien. On débat pendant 2 heures, tout ça, il n'y a pas de souci. Et Timéra, à la fin du débat, il nous dit oui, bien sûr, on va faire ça en live, tout ça, il n'y a pas de souci. Jusque-là, très bien, nous, avec Régulus, on est contents, on se dit c'est génial, on va débattre avec Monsieur Timéra, une pointure de l'islam YouTube, tout ça, il n'y a pas de souci. En plus, voilà, c'est quelqu'un qui a un certain niveau, comparé aux autres prédicateurs, imams, tout ce que tu veux. Donc voilà, on s'est dit ça pouvait être intéressant. Donc nous, ce qui s'est passé, c'est que pour convaincre Monsieur Timéra de venir débattre, on lui avait envoyé l'échange qu'on avait eu avec MDS et l'échange que Régulus et Sheikha, ils ont fait avec Naïm Bastandji. Donc ok, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est Maison de la Sagesse. C'est le premier live qu'on a fait. Donc voilà, c'était pour lui dire un peu comment ça allait se passer. Ça allait se passer sous ce format, le même qu'on a eu avec finalement M. Metmati, c'est-à-dire très cordial, il n'y a pas d'insultes, on est sérieux, on est des gens sérieux. Il y a le temps pour la rigolade, il y a le temps pour le sérieux. Il n'y a pas de souci, on ne va pas aller attaquer l'attaque personnelle, je ne sais pas quoi. On n'a pas le temps pour ça. Après coup, genre, il nous a fait un peu comme Abou Muslim, c'est-à-dire genre en mode oui, attendez, je comprends pas, Ruhen, pourquoi tu dis que Ousmane Timéra c'est un malade mental vous avez vu que Ousmane il est gentil, il n'est pas dans des attaques personnelles, nanani, alors que ça fait 3 mois que la vidéo était sur YouTube, qu'on l'avait tagué, c'est comme Abou Muslim, la vidéo ça fait 3 mois qu'elle est, le mec il dit ouais vous faites des lives sans me prévenir. Mais de quoi tu me parles mec, te ping, ça fait 3 mois qu'on te ping. Tu me dis on t'a pas prévenu. Les mecs ils sont identifiés sur YouTube. C'est-à-dire que quand ils se connectent et qu'ils voient les onglets communauté ou je sais pas quoi, ils voient, voilà, collectif ex-musulman, vous avez identifié dans une publication, je sais pas quoi. Si Mike nous répond, ça veut dire que ces mecs-là, ils voient. Hein. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter ces dribbles insupportables, comme quand on fait les trucs en cachette, pas cachette, je sais pas quoi. Nous, tout est dit, tout est sur YouTube, on assume, il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est c'est l'intermédiaire qui vous a reproché ça. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est à la fin du débat, Ousmane, il dit, voilà, l'interlocuteur, il dit, bon, en gros, lui, il n'avait pas le temps, il était à l'étranger, voilà, c'était la nuit, il était minuit, on était fatigué, on n'avait pas mangé, tu vois ce que je veux dire? Et donc, à la fin du débat, il dit, bon, c'est bon, nous, pour moi, c'est OK, je vous laisse gérer avec le mec, on se met d'accord pour une date, l'heure, tout ça, pas de souci. Et après coup, le mec, il me dit, oui, mais non, en fait, voilà, ça se fait pas, ceci, cela, allez, à plus, ciao. Voilà, ça s'est fini comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais du coup, Timéra, au début, il avait donné son accord ou c'est même pas D'accord, il était d'accord. Il a dit, les gars, c'est bon, c'est un plaisir de débattre avec vous, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était opérationnel. Moi, en plus, avec Régulus, on n'avait pas fait de pub, on attendait que vraiment ça soit confirmé, tout ça. On n'a pas fait de coup en sous-marin. En plus de ça, nous, on s'était engagé à pas enregistrer la conversation en sous-marin qu'on a eue avec lui. On l'a pas fait. On aurait très bien pu le faire et en vrai, on s'en fout, on l'aurait mis sur YouTube. On l'a pas fait tout ça. C'est-à-dire que nous, on voulait un truc sérieux. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce que je te dise? Ok. Ah, ok. Donc voilà, bon, qu'est-ce que je te dise en tout cas, là, nous, on trouve que c'est dommage. La nature du débat aurait été tout autre que celle avec Monsieur Metmati, tu vois. C'était vraiment intéressant. Après, je te dis la vérité, moi, j'estime avec Régulus qu'on a gagné le débat, tu vois. C'était du Vous sale. avez discuté de quoi, justement? On a discuté de. En fait, à la base, le sujet sur lequel on devait débattre, c'était Islam de France. C'est-à-dire analyse, constat, etc., etc. Tu vois. Et donc voilà, comment ça s'est passé un peu, c'est que on se présente, lui il se présente, on se présente, tout ça, il n'y a pas de souci. On lui explique que, tu te rappelles Régulus, on lui dit, ça commence comme ça, on lui dit, nous on est Charlie.
Il dit, ah bon, vous êtes Charlie, vous? On dit oui. Et il commence à dire ouais, Charlie, c'est pas très sérieux, je sais pas quoi. Et là, on commence à embrayer Sarim Masloul, je sais pas quoi. On commence à embrayer Ibn Taymiyyah. On commence à dire que Ibn Taymiyyah, c'est un cassos. Et là, M. Timera, il se vexe. Genre, il se vexe. Ouais. Il se vexe qu'on dise que Ibn Taymiyyah, c'était un cassos. Après, bon, il n'avait pas l'air d'avoir le même avis, tout ça. Bon, on a débattu vite fait et bam, on passe sur Razali Averroès. Ok, Razali Averroès, pareil, on dit que Razali c'est un cassos et là, pareil, si tu vois, il prend la rage un peu. Je sais pas pourquoi il prend la rage, tu vois. Donc, il prend la rage et tout, il explique que voilà, Razali, comparé à Averroès, par exemple, c'est pas le même niveau, tu vois. Razali, c'est un mec qui égare les gens. C'est un mec, c'est le gosier, c'est le blabla, c'est la philosophie, c'est ces trucs qui servent à rien, voilà. On est dans la Mec, non. Mec. Non, tu dois raconter le Z sur Z carré. Là c'est trop. Ah oui. Alors, ouais. Après. Attends, Régulus, ça bug. C'est bon, allô? Ah, il a fait musique avec son rire avec des ondes. Ah ouais, merci, excellent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc là, on commence à avoir un peu un débat épistémologique, tout ça. Et donc là, en fait, ce qu'il nous dit, Ousmane, c'est qu'on est des relativistes dogmatiques. Et il nous dit ça. Il nous dit la vérité est absolue, genre, il nous dit ça à nous. Et il nous dit, par exemple, 1 plus 1 égale 2, tu vois, c'est vérité absolue, tout ça. Et moi, je lui dis, mais je comprends pas, genre, 1 plus 1 égale 2, ça, c'est un système au base 10, tu vois, dans le binaire, Z sur 2Z, 1 plus 1, ça fait 0, mon pote, tu vois ce que je veux te dire? Donc, ta vérité absolue, je vois pas où est-ce qu'elle est, tu vois ce que je veux dire? Et là, il a commencé à voir que, voilà, si on commençait à rentrer dans ce sujet-là, ça allait mal se passer. Et donc, il a bifurqué et voilà, Régulus, il lui a rappelé que les scientifiques, Allah, ils étaient tous des Andaka, tu vois, Ibn Sina et compagnie. Après, il n'arrivait pas à comprendre que la différence, par exemple, entre Razali et Averroès, Ibn Sina, Khawarizmi, tous les mecs que tu veux là, c'était des scientifiques. C'était des théologiens, ok, si tu veux, mais c'était surtout des scientifiques, médecins, chirurgiens, ce que tu veux, mathématiciens et tout. Mais Razali, c'était juste un philosophe. Et donc, il a pris la rage. Après, on est passé sur d'autres sujets. Après, il y avait quoi après le sujet scientifique un peu? Le colonialisme, on est revenu. Ah ouais. Ah, c'est bon, il a commencé à chouiner sur le colonialisme. Il nous a fait chier, lui aussi. Il a commencé à chouiner. Voilà, il a dit on est dans un cadre français, la culture française ne doit pas forcément être une culture associée à une langue, associée à une coutume précise, elle ne doit pas être ethnocentrée, la culture française doit être tout. Attends, Régulus, ton son il bug de ouf, mec. Ah ouais? Ah ouais, là ça grésille et tout carrément, c'est horrible. Attends. C'est bon? Ah ouais, impeccable, ah ouais, non, c'était trop. Donc du coup, il te parle de colonialisme, il te parle de... en gros, non, il parle de néocolonialisme. Voilà, ce qu'on veut faire avec l'islam de France, c'est du néocolonialisme. Le fait que l'État veut structurer l'islam de France, ben, c'est normal. C'est normal, il n'est pas structuré. Il faut bien que quelqu'un le structure. Et ceux-là, s'ils n'arrivent pas à mettre en place un système cohérent et stable. Il n'y a que des djihadistes, des gens bizarres, des séparatistes qui émergent des mosquées. À un moment donné, l'État, il ne va pas fermer sa gueule et laisser les gens crever. Et lui, il te parle de il te parle de coutume. Ah oui, on a parlé de serrer la main. Il a dit oui, serrer la main, voilà, c'est une coutume franco-française. On doit dépasser ça, on doit accepter que certaines personnes aient des convictions personnelles. Lui dit, c'est une conviction personnelle que serrer la main, c'est pas bien. Surtout, c'est quoi? C'est la conversion, c'est la conviction d'un sociopathe, ça. De ne pas serrer la main à quelqu'un. Je suis désolé, c'est pas normal. Il y a un trouble. Là, il y a un trouble. Tu veux pas me dire que c'est une conviction logique? Non, si, voilà, on va pas juste s'arrêter pour lui, il te dit, la culture française, c'est pas juste une culture figée en 1900 quelque chose, c'est pas une culture de blanc. Je lui dis, je suis désolé, au Maghreb, serrer la main à une femme, c'est pas une culture d'arabe. Allez, je vais balancer ça comme ça.
Ça, c'est islamique, ça. C'est pas une histoire de culture. Voilà, chez nous, on n'a pas de problème à serrer la main à des femmes quand ils le font. Je suis désolé. Ça, cette obsession à pas vouloir serrer la main à des meufs, c'est une mentalité d'islamiste. Mais il a commencé à trouver, à essayer de dribbler, à essayer de trucs. Et après, il nous emmène avec du Hegel, il commence à nous citer des philosophes occidentaux. Non, lui cite des philosophes allahistes. Non, lui cite le Farabi, le Qindi. Voilà. Voilà. Toi, tu nous cites des occidentaux, non, on cite des allahistes. Comment on fait? Et là, il n'était pas bien, parce qu'il a compris que le niveau est parti sur un autre terrain. La discussion est partie dans un autre terrain, le niveau il a un peu plus été élevé que d'habitude. Et à un moment donné, il commence à dire oui, mais Razali a apporté quand même quelque chose. Je suis désolé, il aurait apporté quelque chose à la civilisation. Averroès, il n'aurait pas écrit un gros ouvrage, écrit Tahafut, où il a détruit les arguments de Razali un par un. Et là, il n'a pas aimé, voilà. Mais il ne pouvait rien dire, parce qu'il a ça que j'avais quand même raison. Et c'était quoi les autres trucs? Voilà, après la plupart des trucs, après à la fin, après à la la fin, plupart un des moment trucs, c'était de la pareil. chouinerie. Ouais, c'était de la chouinerie, bien sûr. Après, à la fin aussi, on a critiqué aussi Qaradawi. Et là, Ousmane, tu Ah vas de oui. nous dire que. En fait, moi, ce que je dis par exemple, c'est pas, on peut pas. Il y a un problème dans le discours. Par exemple, tu prends Qaradawi, il vient et te dit oui, Holocauste, tout ça, châtiment divin. Et Qaradawi te dit Inch'Allah, la prochaine fois, par la main des musulmans. Et là, Ousmane Timara nous dit ouais, liberté d'expression. Genre choqué, t'es. Choqué. Comment ça, liberté d'expression? Après, Ah en oui, et là gros. on lui dit. Lui il a parlé de Zemmour à un moment. Zemmour, On lui voilà. dit Et comment donc, ça elle lui dit quand c'est Qaradawi. Zemmour, C'est quand pas c'est grave, Zemmour, c'est pas de pas liberté Zemmour. d'expression. Et Qaradawi, oui. Et là, je sais pas, il a commencé à dribbler, à raconter du blabla, tu connais. Donc voilà. Ah, vous avez bien fait de le ramener sur Zemmour après quand il a parlé de liberté d'expression. Non, Par c'est contre, lui qui a parlé de Zemmour, en c'est fait, à lui, la c'est base. lui en plus, ça le pire, c'est lui. Et à un moment donné, moi ce que j'ai adoré, c'est la manière dont il a dit à Ruel, ah oui, toi t'es pour Charlie. Et Ruel, à un moment Ah donné, presque il oui. a hésité. Allez, bah oui, alors oui, oui, Non, oui, en oui. fait, on a commencé l'échange, genre, tu vois, on se présentait, tout ça. Et là, il vient nous dire, ah ouais, vous êtes Charlie. Et là, il nous lance un blanc, genre, tu sais, on est choqué, tu vois ce que je veux dire. Après, on lui dit, bien sûr qu'on est Charlie et tout. Et après, par rapport à, tu sais, on a dit, voilà, Charlie Hebdo, liberté d'expression, Samuel Paty et tout. Et lui, il nous a dit, en fait, Samuel Paty, c'est un fait divers. Il nous dit, c'est un fait divers. Alors que Ah nous, oui, c'est ah vrai. oui, et là, ça nous a énervé. Quand il a dit c'est un fait divers, ça nous a énervé. Parce qu'on lui a dit C'est un fait vrai. divers qui empêche les professeurs de faire de l'éducation. On a dit, voilà, ça commence par le délit de blasphème. Le problème, c'est qu'au niveau islamique mondial, le blasphème, il ne s'arrête pas juste à une question de critiquer le prophète ou je ne sais pas quoi. Tu vois, dans certains pays, arabo-musulmans, il y a des mecs, des chercheurs. Par exemple, il y avait un chercheur. Il a parlé de mort thermique du soleil. Il s'est pris une fatwa qui l'a excommunié, quoi. Donc, c'est-à-dire que, donc là, c'était au niveau physique, mais on sait très bien qu'au niveau biologique, au niveau de théorie de l'évolution, tout ça, eh bien, les allahistes, ils sont pas d'accord avec ça. Donc, venir remettre en cause l'éducation, c'est très, très, très problématique. C'est pas juste une question de Samuel Paty et de liberté d'expression, c'est plus large que ça, en fait. Ça commence par le délit de blasphème, mais ça va au-delà du délit de blasphème. C'est une question d'éducation. Là, ils attaquent Après, l'institution de l'éducation nationale. Très, très grave ce qui s'est c'est passé. ça. Et le problème, c'est qu'il nous a fait comme Amar. Quand tu as parlé d'Ibn Taymiyyah, il nous a dit c'est juste un homme, il faut le prendre dans son Ah contexte, oui, ah etc. C'est oui, la ah même chose, oui. rhétoriquement, ça m'a énervé. Il m'a dit oui, Ibn Taymiyyah, il ne faut pas oublier son contexte géopolitique. Il y avait les Mongols, ils ont détruit son. Oh, ok, je suis au courant. Et alors? Les Et arguments qu'il après, a sortis, oui, c'est après les ce qu'on lui a arguments de la dit, Sunna et du Coran. C'est pas des eh arguments oui. qu'il a sortis de sa tête. Je suis désolé. Et après, je crois qu'on lui avait rappelé que, par exemple, OK, une question de contexte. Après, on lui a rappelé, enfin, je suis plus sûr, Régus, mais dis-moi, mais De je crois quoi? qu'on lui avait rappelé le fait que, par exemple, quand Mohamed Bajrafi il nous dit que dans Majmua Fatawa, Ibn Taymiyyah il vient et te dit une fatwa, est-ce que, par exemple, tu peux faire la nia à haute voix? Oui, non.
Il n'y a pas une question de temporalité, de c'était valable au 10e, c'est un statut juridique. Moi, j'avais l'impression, franchement, la vérité, avec Régulus, on avait l'impression que Ousmane Timéra, il ne comprend pas c'est quoi le fiqh. Il ne comprend pas c'est quoi un statut juridique. Quand le mec, il vient nous parle de contexte, je sais pas quoi, de blabla. Non, c'est un statut juridique. Le mec, il a élaboré une doctrine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas le mec qui vient, je sais pas, c'est le savant du coin, comme l'imam du quartier, comme Mamari dit. Non, Ibn Taymiyyah, nous on dit que c'est un cassos parce qu'il n'avait pas le niveau dans d'autres domaines, mais voilà, le mec, il a produit des écrits, ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Je trouve que... Là, on m'entend ou pas? Ouais. Excellent. Ah, ok. Vas-y, continue. Vas-y, Yanis. Oui, Yanis. Ouais, non, mais je disais, c'est un peu dommage que comment il s'appelle, Timéra, il défende des chers parce que c'est justement ce qu'il a critiqué. Il dit c'est n'importe quoi. Les imams, vous défendez des chers qui sont vraiment méchants, durs, vils, etc. Et après, vous vous étonnez que ça part en mode radicaliste, quoi. Et c'est marrant parce qu'il fait exactement la même chose au final. Exactement. Et vraiment, ça m'étonne de lui parce que c'est lui qui a dit ça. Hein, c'est pas, tu vois, c'est. J'imagine. Bah, de toute façon, écoute, pour clôturer autour de ça, avec un bon muslim, on va s'organiser. Régulus, ton micro est mauvais, mec. Ah, c'est pas possible. Là. Attends, ah, je t'assure, non, toujours pas là. Ça grésille de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, c'est mieux. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là? Ouais, là, c'est bon. Bah, ce que j'ai dit, c'est simple. Ah, non, là, ça reprend les. Ah, ouais, désolé, Ah, là, c'est trop. Ça reprend les grésillements. C'est trop. Bon, attends. Bon, en attendant, Yanis, oui, effectivement. Mais nous, c'est ce qu'on reproche un peu. C'est comme Hassanik Hussein. Hassanik Hussein, il a basé tout un discours sur Ibn Taymiyyah et sur Ibn Qayyim al-Jawzi et autres. Saïd Qutb, Hassan Banna, il a fait plein de vidéos sur eux pour réhabiliter ces personnes. Dire que voilà, c'est des grandes personnes, des grands chirs, des grands je sais pas quoi, tu vois ce que je veux te dire. Le problème, c'est que c'est comme ce que Farid Abdelkrimi dit. Quand tu mets des savants sur des piédestals et que les mecs, voilà, c'est des figures qu'on pourra jamais atteindre. Omar, Khalid ibn Walid, Abou Bakr, c'est des surhommes, genre. Ils ont tout fait, c'est les meilleurs, c'est la meilleure génération, tout ce que tu veux. Ben, au bout d'un moment, voilà, il faut comprendre que ça peut participer à la radicalisation de certaines personnes, tu vois. Parce que dire, comme par exemple Hassan Hussein nous dit, oui, les gens ils prennent que ce qu'ils veulent de Ibn Taymiyyah, blablabla, je sais pas quoi. Ben, c'est la même chose, je lui fais la même chose. Donc en fait, ces prédicateurs-là, ils critiquent des personnes, soi-disant, qui prennent ce qu'ils veulent, que voilà, ils prennent un héritage de personnes qui ont eu des écrits violents, ceci, cela. Mais eux-mêmes, ils font la même. Donc on comprend rien, tu vois. Et nous, c'est une question qu'on leur pose. Pourquoi vos références, vous prenez des références de mecs bizarres? C'est ça la question. C'est incroyable. Écoute, je cherche en parallèle la vidéo qu'il a fait où il dit exactement ce que tu dis. La même chose. Il reproche, il dit qu'est-ce que c'est que ces problèmes dans ces mosquées. Je ne me rappelle plus les noms qu'il a sortis, mais il dit voilà, on a des références violentes. On ne peut pas dire à nos jeunes il faut respecter un tel, alors qu'à la fin, c'est étonné qu'il soit radicalisé. Bah écoute, nous, on lui a pas dit explicitement comme ça. Je te dis la vérité, on lui a pas dit explicitement comme ça. Mais on a essayé de lui faire comprendre d'une autre manière. Quand on dit que Ibn Taymiyyah c'est un cassos, je suis désolé. Quand un mec il est en prison, et parce qu'il est en prison, il n'a pas été mis en prison comme ça pour un oui, pour un non. Ce mec il faisait de la fitna. Il a été takfirisé par 300 savants de son époque, par les 4 écoles de jurisprudence. Donc, on n'est pas là en train de dire, voilà, c'est un petit mec, je sais pas. C'est un taré, ce mec. C'est un putain de taré. C'est un putain de taré. Moi, je le sais, en fait. Il faut comprendre qu'il avait la capacité d'engranger des masses, des foules de personnes fanatiques.
sur la base du Coran et de la Sunna. C'est pour ça qu'il a été emprisonné, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Sinon, j'aimerais qu'on lise un peu le trait de Maestro par rapport à est-ce que l'islam autorise le mariage avec et les rapports sexuels avec les filles impubères. Vas-y. Ça vous dit ou pas? Ah, vas-y. Vas-y, allez. En fait, il a fait le tour d'horizon sur les sociétés non musulmanes. Genre, comment ça se passait à l'époque? Alors, chez les Romains, le code justinien avait fixé l'âge à 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Dans la pratique, l'analyse, donc autour de la puberté, donc dans la pratique, l'analyse des pierres tombales, là c'est la théorie, c'est le code, mais quand on analyse, donc quand on fait de l'archéologie, on sait que l'analyse des pierres tombales montre que les Romains se marient en général un peu plus tard. Leurs époux allaient plutôt sur leur trentaine au moment des noces. Donc là, on est largement au-delà des 9 ans. Ensuite, les Grecs avaient des coutumes comparables. Dans son poème, Les Travaux et les Jours, Hésiode recommande aux hommes de prendre une épouse ayant atteint la puberté depuis au moins 4 ans. Voilà, c'est ça le poème. Et même se marier jusqu'à la 5e année. Ensuite, le médecin Soranos, donc là c'est un médecin, 2e siècle, après Jésus-Christ, indique également chez les Grecs que le mariage n'est pas conclu avant l'arrivée des règles, mais encore plusieurs années avant de se marier, le temps que le corps de la femme se développe. Voilà, ce qu'il dit ici, le mariage n'est pas conclu avant l'arrivée des règles, soit les 13 et 14 ans passés, donc largement plus tard que 9 ans. En réalité, l'âge des noces était encore plus tardif et plus conforme à l'évolution du corps humain. De ce fait, le croisement des données italiennes, égyptiennes et des enseignements de Soranos d'Éphèse donne à penser que les filles étaient par conséquent mariées en milieu grec après 15 ans, vers 16-18 ans le plus souvent. Voilà. On continue. Au Proche-Orient, Maria Roth a montré dans son étude classique que les femmes se marient en général entre 14 et 20 ans, et les hommes 26 et 32 ans. Cela représente la tendance générale dans tout le pourtour méditerranéen pendant l'Antiquité. Et bien sûr, il arrivait qu'un homme prenne une épouse plus jeune, mais cela n'était pas bien perçu. Un proverbe sumérien, donc vous imaginez, les Sumériens, ça date de plusieurs millénaires. Alors, contrairement aux ânes, on ne se marie pas avec une épouse de 3 ans. Voilà, c'est pour tacler les allahistes. La Bible ne fixe pas d'âge légal pour le mariage, mais certains versets montrent clairement que la femme doit être pubère pour être mariable. Voir exemple Ézéchiel chapitre 16, alinéa 16-8. Le Talmud, qui regroupe l'enseignement des rabbins, encourage les juifs à se marier tôt, avant 20 ans pour les hommes et durant l'adolescence pour les femmes, mais d'autres opinions sont en faveur d'un mariage plus tardif de donner sans consentement. L'Église catholique, de son côté, a fixé des règles plus strictes dans son codex Luris canonique. Le consentement est obligatoire et l'âge minimal est de 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons. Voilà. Et pour les Byzantins, encore plus dur, relevant l'âge minimal pour les filles à 13 ans. De plus, un homme qui tentait de séduire une fille de moins de 13 ans se faisait amputer le nez et devait en prime verser la moitié de ses biens à la fille. Voilà. Et donc, pour terminer, dans l'Antiquité, laissant à l'avancement dans l'âge du mariage, dans le monde romain, 44% des païennes étaient mariées avant 14 ans, vs 20 ans chez les chrétiens, et 48 ans des chrétiens n'étaient pas encore mariés à 18 ans, vs 37% chez les païens. Donc, terminant dans l'Europe médiévale, l'étude classique de Ajnal montre qu'il existe un modèle européen de mariage unique par son caractère tardif. Les femmes se mariaient autour de 25 ans et les hommes avaient le même âge, voire 2 ou 3 ans de plus. En conclusion, dans l'Antiquité, le mariage plus tôt, durant l'adolescence, voire en début de l'âge adulte. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je me permets de réagir en premier, alors il y a un élément que j'ai cité, parce que j'ai réécouté mon témoignage et j'ai tilté sur un truc. Tu sais, j'ai parlé de Shafi'i, qui disait que, qui déconseillait en gros la pédophilie. Voilà, il disait que c'était dans l'islam, mais il déconseillait. Mais il dit un truc en plus, et je pense que vous l'avez déjà entendu, toi, Iruen. Est-ce que vous avez déjà entendu Shafi'i dire oui, j'ai connu des grands-mères qui étaient, et j'ai connu des femmes qui étaient grand-mères, je crois, à 20 ans, un truc comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui. Oui. Quelque chose qu'on entend souvent. C'est l'argument de Mike. Oui. Voilà. Et ben, c'est un truc qu'on entend souvent. Eh bien, figurez-vous que ça, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une énormité de dire ça. Parce que bon, alors je sais plus c'est quand Shafi'i, c'est peut-être 3, je sais plus, c'est environ 3 siècles, on va dire, après la mort du prophète. Mais quand tu dis ça, ça veut dire que tu es en train de convaincre ton public. Mike, il peut nous dire ça à nous en 2023. Mais si Shafi'i disait ça à l'époque, c'est qu'en face son public à l'époque du Moyen-Âge, ils étaient déjà choqués par la pédophilie. C'est ça que ça veut dire. Sinon, t'as pas besoin de dire ça. Tu dis, bah, si c'est normal pour leur époque, pourquoi il dit, ouais, moi j'ai connu, vous savez, et il essaie d'argumenter comme ça. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en fait, c'est pas normal en fait. Shafi'i, c'est un siècle après la mort. Ouais, mais en fait, quand il dit ça, en fait, on dirait qu'il cherche à débattre et à convaincre. Mais pour moi, ça veut dire qu'en fait, à cette époque-là, c'était pas normal. Bon, voilà, c'était juste un petit truc. Non, je comprends. Donc, bon, là, il va parler du Coran. Donc, Shawkani, là, bon, on connaît le Coran. Shawkani, il a dit quoi? Celles qui sont trop jeunes, qui ne sont pas pubères et qui n'ont pas l'âge des menstruations. Attends, on va reprendre le verset. C'est mieux que ça, on va pas rien comprendre. Alors, bon, à contre-courant des règles et des coutumes en vigueur à l'époque, le Coran et après lui les juristes musulmans autorisent non seulement le mariage avec les filles non pubères, mais aussi les rapports sexuels avec elles. Vous le saviez? Non, je savais pas. Moi, non, je rigole, je le savais. Le premier verset traitant le sujet, c'est le 65-4, qui impose aux femmes répudier un délai d'attente. On connaît tous ce verset. Voilà. Avant de pouvoir se marier, donc cette pratique héritée du paganisme arabe avait pour but d'assurer que l'enfant était bien celui de son compagnon actuel et non celui de son ex. Regarde le verset vite fait. Si vous avez des doutes à propos de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente, l'Eida, est de 3 mois. Donc elle doit attendre 3 mois avant de se remarier en théorie, dès 18 ans. De même pour celles qui n'ont pas de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à l'accouchement. Quiconque craint Allah plutôt, il lui facilite les choses. Maintenant, le verset mentionne les femmes qui n'ont pas de règles. Pour Shawkani, c'est celles qui sont trop jeunes, qui ne sont pas pubères et qui n'ont pas les menstruations. Dans Tafsir Jalalayn, donc Suyuti et son maître, ils ont dit que c'est celles qui n'ont pas de menstrues. Donc à cause de leur jeune âge, leur période d'attente est également de 3 mois. Ibn Kathir, c'est la même chose pour les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge des menstrues. Donc on n'a pas été menstrués. Leur délai d'attente est de 3 mois. Muqatil, il a dit qu'il n'y a pas de pudeur, ils n'ont pas de menstrues et qui ont été mariés, puis on les a répudiés et de 3 mois. Voilà. Donc la cause de révélation du verset, c'est quoi? Elle a été rapportée par Al-Waqidi dans son célèbre ouvrage Asbab Nuzul fil Coran. Donc les raisons de la révélation des versets du Coran. Donc je vais zoomer sur l'image. Donc Abi Uthman Amr ibn Salim a rapporté, quand est descendu la période d'attente dans cette Baqara des femmes divorcées et veuves, Ubay ibn Ka'b a dit, il y a des femmes qui n'ont pas été mentionnées. Il a répondu, qui sont-elles? Il a dit les enfants et les femmes plus âgées et celles qui sont enceintes. Puis est descendu celles qui n'espèrent plus jusqu'à la fin du verset. Donc là, le compagnon, il a dit, il y a des enfants qui sont concernés, les femmes âgées qui sont enceintes. Donc, les femmes qui n'ont pas de règles, c'est les enfants. Je suis désolé. Même eux, ils savaient que c'était des gosses. Donc, il est donc clair que le verset 65-4, Sourate 65, verset 4, donne l'autorisation. Mais quand il d'avoir des relations charnelles avec elle. Donc, c'est clair, en fait. Pour qu'il y ait un délai d'attente pour les filles impubères. Donc, c'est-à-dire qu'il est légal de les déflorer. Logique. Et Tabari, il a remarqué ça. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, la même chose s'applique pour le délai d'attente des filles qui n'ont pas leur menstruation parce qu'elles sont trop jeunes. Si leur mari divorce avec elle après avoir consommé le mariage avec elle, donc elles doivent attendre un délai. Voilà. Tout simplement. C'est très facile. Donc il n'y a pas de... elles sont développées, elles sont grand-mères.
Ah, faut arrêter les conneries, s'il vous plaît. Mike et tous les autres. Arrêtez. Elle a même passé monstrueux, c'est de la pédophilie. L'éminent théologien pakistanais Sayyid Abdul Ala al-Madoudi, très connu, il dit quoi? La mention de la période d'attente pour les filles qui n'ont pas leur menstru prouve clairement qu'il n'est pas seulement possible de donner une fille en mariage à cet âge, mais aussi permis pour le mari de consommer ce mariage avec elle. Évidemment, une chose que le Coran considère comme admissible. Madoudi dit ferme ta gueule, c'est autorisé. Voilà, t'as pas le droit de contester ça. Arrête. Tous les connards, les faibles, fermez vos gueules. Voilà, le tafsir Jalalayn, c'est As-Suyuti al-Mahalli, voilà ça. Donc voilà, la conclusion, le Coran autorise le mariage avec les filles impubères. Donc là où à l'époque, personne ne faisait ça, quasiment personne ne couchait avec des filles impubères, le Coran l'a fait, l'a autorisé. Franchement, ça c'est le miracle coranique. C'est-à-dire qu'à la même région environnante, les gens ne le faisaient pas. Le Coran a permis de le faire. C'est le miracle pédophile. Voilà, j'ai terminé. Vous voulez réagir? Bah écoute, c'est sombre, hein. C'est très très sombre. C'est trop sombre, c'est même trop sombre à ce niveau-là. Et après, encore, t'as des là, mailles, après, là encore, c'est sombre, mais il y a encore plus sombre. Comme on a vu avec les fatwas bizarres de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, des mecs bizarres, des shit bizarres. Oui, tu peux manger ton enfant hybride bizarre avec Nawawi. Ouais, des mecs bizarres, des mecs bizarres. Non, non, mais même, je parle par rapport à la pédophilie. Il y avait même des mecs bizarres. Oui. Des mecs bizarres. Oui. On peut toujours aller plus loin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu le sais ça ou pas? Ah, toujours. Mais c'est pour ça qu'il y a encore au Yémen, il n'y a pas longtemps, toujours en tout cas en Égypte, dans plein de pays, des cheikhs d'Al-Azhar qui défendent l'idée sur laquelle les filles peuvent se marier à partir de 9 ans. Donc, c'est pas tout le monde le sait en fait en islam, mais c'est juste que c'est les États qui interdisent ça. Sinon, ça serait permis. Sinon, ça serait fait impunément. Même si c'est déjà fait hein, au Maroc, jusqu'à maintenant, moi, je connais des femmes qui ont été mariées très très jeunes, 12-13 ans. Et j'en connais personnellement une qui était mariée avant d'avoir ses règles. Donc, ce que vous dites, c'est pas que de la littérature, c'est des faits. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Bah oui, bien sûr. Salut bébé Rose. Ouais, je crois même Touda, si je dis pas de bêtises, peut-être corrige-moi sur les chiffres, mais je crois que au Maroc, c'est 40 000 mariages bizarres comme ça par an, je crois. Peut-être même plus, mais dans mes souvenirs, je pense que c'était 40 000 ans. Pour te dire, je connais beaucoup de femmes que je suis en fait qui... Ils allaient voler du halal à Lidl. Ils sortaient avec des sacs. Par Allah, par Allah, par Allah, par Allah. T'as déjà vu un blanc sortir des poissons panés et dire sur la Vierge Marie, sur la... Non, il n'y a que nous. Parce que nous, on est des fils d'up. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Par Allah, wallah.